Et bienvenue dans la Minute e-commerce. Je m'appelle Fanny Marcoux et je suis consultante en analytics web. Bonjour, je suis Vincent Druel, je suis consultant en e-commerce et en marketing digital et on est ravi de vous retrouver aujourd'hui sur un nouveau numéro de la Minute e-commerce. Alors une minute qui sera longue, mais qui sera découpée en petits shorts d'une minute que vous pourrez retrouver sur vos réseaux sociaux préférés. Et du coup, quel sujet va-t-on aborder, Fanny, durant cet échange entre pairs de l'e-commerce? Oui, donc le but, c'est qu'on prenne plus le temps pour vraiment donner nos avis, nos conseils sur des sujets d'actualité de l'e-commerce. Et cette fois-ci, c'est un bilan 2024 et une planification pour 2025. Donc voir les grandes tendances qu'il y a eu en 2024 et comment on peut se préparer pour 2025. Exactement, parce qu'on sait que la période, a été compliquée, pour les e-commerçants et pour notre économie de manière globale. Donc, on était arrivé jusqu'en 2019 à une année, plutôt stabilisée avec une belle croissance. Tout allait bien pour le mieux et puis patatras, le confinement est arrivé, a donc, bousculé, cette économie, hein, de manière globale, bien sûr, globalisée, hein. Tout le monde a été impacté, notamment, Mhm. l'e-commerce de services, donc de voyages, de loisirs, qui a subi, vraiment cette tempête, du covid. Et puis, les marchandises, l'alimentation, bricolage, tout ce qui est artistique, les livres ont explosé. Mais voilà, 2 ans après, le confinement, on essaye de revenir à une activité normale, de réouvrir les magasins physiques et là, donc à nouveau, une baisse de la vente de produits, de marchandises au profit, de la vente de loisirs, donc de voyages essentiellement. Les gens avaient besoin de sortir de chez eux et donc on a eu un essor vraiment, très important jusqu'à, cette année où, la vente de voyages, de loisirs a atteint une sorte de plafond. Là où, la vente de produits augmente un petit peu. Est-ce que tu veux nous partager, des chiffres, justement, entre 2023-2024 pour qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce qui se passe? Ouais, ouais, je dirais que le ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, c'était vraiment en 2020, ben, tout se ferme et il y avait des grosses dépenses dans les supermarchés. Donc les gens dépensaient plus dans les supermarchés et moins ailleurs parce que ils pouvaient qu'acheter dans les supermarchés. Parfois, hein, les autres magasins étaient obligés de fermer. Tu pouvais pas vendre en ligne non plus. Ça Ouais. dépendait. Et après les confinements, il y a eu l'inflation qui a été jusqu'à 20%, alors que normalement c'est 2%, donc c'est 10 fois plus. C'est énorme. Et donc, il y avait vraiment eu un trou dans les budgets. Et là, on espère revenir à quelque chose de plus normal. Donc, si on reprend les chiffres, comme tu disais, en 2023, on était à 160 milliards d'euros. Et là, si on regarde 2024 pour le deuxième trimestre, on était à 42,7 milliards, ce qui, par rapport à la même période en 2023, est une croissance de 8,4%. Quand on regarde à peu près sur l'année 2024 jusqu'à présent, on voit aussi qu'il y a une croissance de 10%. Ouais. Non, c'est vraiment plutôt encourageant quand même de voir ces données, Mm. alors qu'on a eu une année 2023, très compliquée avec, encore une fois, alors là, c'est pas le covid, mais l'inflation. Donc il y a eu, Ouais. vraiment une baisse, de consommation, mais surtout une, fermeture massive, d'e-commerce. Donc ça, c'est une statistique de Statista, qui montre qu'on avait 207 000 sites e-commerce actifs fin 2022 et que fin 2023, on en Mhm. avait 55 000 de moins. Donc c'est énorme. Alors c'est sans Ouais, doute ouais. lié à l'essor de la création de sites e-commerce pendant la période de Covid
Et bien Mmh. évidemment, on se lance pas comme ça dans l'e-commerce. Ça demande des compétences, ça demande du budget, Ouais. ça demande un certain nombre de choses, hein, voilà. Donc on en arrive là. Mmh. Et puis il y a aussi, les remboursements des prêts, des PGE, prêtés pendant cette période. Du coup, déjà que, alors de mémoire, je crois que c'est 35 des e-commerce qui ne sont pas rentables en moyenne. Bon, bah, forcément, ils ont été extrêmement fragilisés et beaucoup aussi ont fermé. Voilà. Mmh. Bon, maintenant 2024, on a eu une météo, on va le dire, hein, pourrie, hein, on peut le dire. Donc il y a vraiment des activités, qui ont souffert. Je pense, donc à la jardinerie, la mode textile, c'était, très compliqué. Mmh. Bon, il y a toujours des gagnants, hein, les vendeurs de bottes, de caouettes, parapluies, Mmh. voilà, ont bien fonctionné. Un peu moins les vendeurs de glace. Est-ce que tu as, d'autres éléments à nous partager, sur 2024? Ben, là, on a quelques chiffres là, hein, qu'on avait repris. Oui? Oui. OK. Donc là, dans les secteurs performants, on avait le secteur de la beauté qui a progressé de 8%, la mode de 12%, l'électronique grand public 15% et voilà, produits beauté là 18%. Et finalement, quand on regarde, on parlait ben, justement du nombre de sites e-commerce actifs. Ils auraient progressé depuis 2023 de 13 000. Donc 13 000 de 9%, progression de 9%, donc 13 000 nouvelles boutiques en plus. Donc je pense, comme tu dis, Mmh. enfin, c'est possible que euh, pendant les confinements, il y ait plus d'e-commerce qui sont créés, plus ou moins bien. Donc il y a une baisse dans les années qui suivent. Et puis là, bah, ça recommence à reprendre et j'espère avec des fondations fortes. Bah, on ne peut que leur souhaiter et si jamais ces e-commerçants qui se créent ont besoin d'aide et ben, on est là. On peut très bien Mm, les aider, à obtenir leur rentabilité, au plus vite. Et bien écoute, moi je te propose, sans transition finalement, de sortir notre boule de cristal, puisqu'on va, changer de casquette et essayer de nous projeter, sur mm. 2025, pour, analyser ensemble, discuter, des tendances, voilà, et des tendances, il peut y en avoir de nouvelles et on va être aussi dans de la continuité certainement, hein, sur 2024. Mais c'est Mm. important, que l'on prenne un petit peu de hauteur et que l'on arrive à analyser, finalement, certaines thématiques, qui vont se émerger ou se renforcer, durant, les prochains mois. Oui, Alors bah, je pense Fanny, que c'est en lien. Je pense que c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, parce que on voit ça monte, ça descend, il y a des périodes creuses, il y a des périodes grasses, hein, comme on dit. Et ouais. ce qui est important, c'est d'être au courant de ces tendances, d'avoir, comme on disait, des fondations fortes. Et donc, c'est vraiment les points qu'on va aborder aujourd'hui qui vont faire que ça passe ou ça casse aussi. Complètement. Je pense que jamais nous avons été, dans une, économie aussi, mouvante et que le besoin d'agilité, se ressent. Donc c'est d'adaptation, de résilience pour les entreprises. Alors bien sûr, un e-commerce, en priorité doit communiquer, pour être visible. Mhm. Et toujours, s'adapter finalement, bien sûr aux nouvelles technologies, mais sans sauter dessus, absolument, par peur que les concurrents s'y mettent aussi. Il y a vraiment des fondamentaux dans l'e-commerce, c'est avant tout Mm. l'offre, ça va être les prix évidemment, mais ça va être bien sûr
le service, donc tout est livraison, le conseil, le parcours client, la conversion, l'acquisition de trafic qui augmente elle aussi année après année. Donc, c'est Mhm. trouver des moyens pour que les marges diminuent le moins possible, voire augmentent. C'est aussi de la scalabilité à l'international. Bref, il y a un certain nombre de leviers qui permettent de perdurer. Et ben on va justement en parler. On va parler de tout ça. Ouais. Oui, oui, donc on avait fait une liste Alors, de 6 points qu'on a ouais, trouvé assez importants au jour d'aujourd'hui. Et le premier, c'est l'IA, qui est bien sûr le sujet dont on a le plus parlé ces dernières années, donc on pouvait pas ne pas l'aborder. Mais l'IA, comment aussi, hein, parce qu'il y a et il y a. il y a comme les cow-boys sur leurs chevaux. Hein. IA. Bon, Exactement. oui. Bon, vous avez le droit de mettre un C'est pouce Far en West, bas hein. hein, si mes blagues sont trop mauvaises. Il n'y a pas de souci. Euh, alors, ouais, l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Hmm. de l'IA dans l'e-commerce? On en est où? C'est quoi un peu l'état de l'art aujourd'hui? Et est-ce qu'il faut absolument l'utiliser? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, au début, l'IA, enfin, c'est pas que j'y croyais pas trop. C'est évident que c'est pratique. Mais je l'utilisais pas dans mon travail. Je voyais pas trop la plus-value. Et je me dis, à quoi ça sert d'apprendre à utiliser un nouvel outil, passer des heures dessus, alors qu'il va peut-être ne servir à rien ou à pas grand-chose. Et puis, petit à petit, j'ai quand même un peu essayé. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé pour la création de contenu. Donc, que ce soit juste même optimiser un titre, optimiser le titre d'une page, optimiser le titre d'un email, faire différentes variations de ces emails, de ces pages, ces contenus sur les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Et pour tout ce qui est création sous différents formats, ça c'est vraiment un bon gain de temps de facilement passer de vidéo à audio. Ben ça c'est facile, mais d'un audio créer une vidéo, d'une vidéo créer un texte, tout ça c'est vraiment ça change vraiment la donne, je trouve. Donc, beaucoup création de Hmm. contenu. Ouais. Ouais, pour les e-commerçants, clairement, c'est le cas. Tous les Mm, e-commerçants que je connais, que j'accompagne ou je vois sur les salons et autres, l'utilisent mm, clairement pour créer du contenu optimisé pour le SEO, notamment. Donc ça, ouais, c'est vraiment ça a été pris très, très rapidement, en charge. Bon, maintenant, il y en a qui ont fait de la suroptimisation avec l'IA, qui ont créé énormément de contenu, et qui en ont pâti, hein. Clairement, il y a eu une chute de trafic, considérable. Mais honnêtement, ceux qui le font avec, modération et avec, qualité des ouais. contenus, des fiches, ils s'en sortent plutôt bien aujourd'hui. On verra plus tard, Ouais, parce mais que c'est 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 ça la plutôt, différence, c'est ouais. c'est la qualité. Parce que va faire une Mmh. prompt tout simple dans ChatGPT, avoir un texte qui sent le ChatGPT, tu sais, tu le lis, tu l'entends, tu sais que Oui, ça a été fait par ChatGPT, ou va faire un truc où tu vas vraiment bien travailler ta prompt, ou après tu vas aussi éditer le texte que tu as, donc tu vas pas le prendre tel quel. Là, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, c'est pas l'histoire de faire une usine à texte sans réfléchir et avoir de plus en plus de textes, comme à un moment donné en SEO, il y avait ces nuages de mots-clés qu'on mettait à la fin des sites où on fourrait vraiment des mots-clés partout, partout, euh, qui est devenu ben, plutôt du chapeau gris, du chapeau noir. Hein. Ben, je dirais mmh, avec l'IA, c'est pareil. Et à un moment donné, si t'as pas la qualité, ben, c'est pas, ton texte n'est finalement pas intéressant et ça ne sert pas à grand chose de l'avoir sur le site. Donc, faut pas créer juste pour créer, faut que ce soit quand même ciblé. ouais. Bah, exactement. Donc vraiment la difficulté, au démarrage, ça a été, voilà, tu as raison de bien, maîtriser le Mm. prompt, pour créer du contenu de qualité. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité, en fait, des e-commerçants, qui Mhm. se lancent même, de plus en plus aussi sur la création de visuels. Donc Ouais. voilà, des images, des photos, immersives, même en Mhm. intégrant leurs produits
dans des environnements naturels ou urbains ou autres, et mettre Ouais. en tout cas le produit en situation. Donc ça, c'est Ouais, ça, plutôt c'est des intéressant. exemples. C'est des exemples dont j'ai beaucoup entendu parler, de faire modéliser son produit en 3D qui est maintenant, qui peut revenir maintenant beaucoup moins cher qu'avant. Avant, c'était vraiment quelque chose pour les grandes entreprises. Maintenant, il y a moyen pour un budget moindre de faire modéliser son produit en 3D et comme tu dis, de le faire mettre dans des photos, la photo sur fond blanc type studio, mais aussi dans l'environnement de l'utilisation et de faire vraiment beaucoup de photos différentes. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, ben, après, la création de contenu, bien sûr, l'IA, va intervenir dans d'autres domaines, dont il y en a un aussi, ça va être tout ce qui va être chatbot. Donc, un agent conversationnel, qui va utiliser, votre, FAQ, une base de données, pour justement, bah, apporter des réponses, à certaines étapes, du parcours client, et donc faire en sorte que, la conversion soit meilleure. T'en penses quoi? Enfin, t'as testé ça toi, heu, ou pas? Enfin, en tant que consommatrice déjà? Les chatbots, ben, je me souviens qu'il y avait un exemple d'un chatbot qui a été utilisé par une société, à mon avis, de livraison. Je me souviens plus laquelle, et c'était complètement délirant parce que ça a été, encore une fois, pas bien fait. C'était un chatbot très bien, mais qui répondait à toutes les questions. Donc, il faut s'assurer que quand tu as un chatbot sur le site, bah, ils prennent comme documentation, comme source, les facs ou quelque chose comme ça, ou le centre d'aide, mais pas tout l'Internet. Et donc, en fait, on pouvait demander au chatbot de dire pourquoi la société était vraiment mauvaise et d'en faire un poème ou quoi, comme au début, les gens faisaient faire du rap ou quoi à ChatGPT, ils faisaient un peu du texte de tout et n'importe quoi. Et ben, on pouvait faire ça avec le chatbot de cette société-là. Alors, ils s'en sont tout de suite rendu compte, ils ont tout de suite changé. Mais pour montrer que chatbot, on fait pas n'importe quoi, c'est très intéressant pour répondre aux questions de base. Je pense qu'il y a Mmh. un intérêt à optimiser le support, de dire, bah voilà, il y a toutes des questions qui sont répondues dans les facs et auxquelles le chatbot peut facilement répondre avec les facs. Et tout ce qui est pas répondu aussi facilement, eh ben alors on va le mettre en contact avec un être humain et ça diminue vraiment le nombre de demandes à l'équipe support. Et donc l'équipe support peut plus se concentrer sur des cas qui sont moins réponse, bah voilà la réponse de la fac, euh, des trucs tout simples, quoi. Donc, il y a vraiment des cas sur lesquels ils peuvent Ouais. se pencher. Et donc, c'est vraiment une efficacité du support. Mmh. Ouais, ouais. Exactement, donc toujours pareil, avoir un bon sourcing, une bonne base, pour que, la communication, enfin l'interaction soit la plus, efficace possible. Moi, j'ai en tête, encore 2 usages, qui ont Mhm. vraiment, évolué avec l'IA. C'est le marketing automation. Donc, on a, Mhm. des solutions, d'emailing, par exemple, qui utilisent, l'IA, voire beaucoup l'IA, pour des relances de panier, de la personnalisation, hyper segmentée, voire personnalisée. Hem, donc, voilà, et puis effectivement, ouais, c'est hyper intéressant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment, très quali, très personnalisé? J'ai quand même, vu des emails, bon, en termes de contenu et de personnalisation, c'est quand même pas toujours ça, hein, je trouve. C'est très vente produit, donc je pense qu'on n'en est pas encore arrivé, au terme de solutions vraiment pertinentes. Alors certes, ça va relancer les clients, ça va forcément augmenter les conversions, donc c'est toujours bon, Mhm. mais j'ai peur qu'il y ait, une sorte de de fausse personnalisation et que les consommateurs s'en rendent vraiment compte, et qu'au final, Mhm. c'est un effet, presque contre-productif. Donc je suis un peu, Ouais. dubitatif, un peu là-dessus, ouais. Ouais, En c'est tout cas, super voilà, pour intéressant moi, comme l'IA sujet est parce pas que... arrivée à mmh, pardon, excuse-moi, ouais. Vas-y, vas-y.
Non, non, je disais juste que pour moi, l'IA n'est pas encore arrivée à maturité dans son utilisation sur ces sujets-là. Oui, je disais que c'était un sujet hyper intéressant. J'ai écrit d'ailleurs un article dessus hier sur l'automatisation de la personnalisation. Et c'est compliqué. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est comme on disait au début avec l'IA, faut pas juste envoyer un prompt et utiliser le résultat, faut y réfléchir, il faut bien planifier. Et pour la personnalisation, faut bien créer ces segments et ces déclencheurs et se dire, OK, quand est-ce qu'on va personnaliser? Qu'est-ce qu'on va personnaliser? Donc, ça veut pas forcément dire s'adresser à la personne individuelle, mais se dire, OK, si elle a acheté tel produit, on va lui recommander tel produit. Si elle a fait tels achats sur la page d'accueil, on va mettre telle section en premier, des choses comme ça. Et l'IA, en fait, ça augmente juste la cadence, mais la réflexion qu'il y a derrière, elle reste la même. Donc, il faut toujours bien réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, et quand et comment. Mm. Ouais, complètement d'accord. Et puis, le dernier domaine que j'ai identifié quant à l'usage de l'IA, c'est dans l'analytique, enfin tout ce qui est CRM, tableau de bord, analytique, où on Mhm, voit quand même une IA qui arrive à nous faire des recommandations, des synthèses, mettre en avant des points qu'on n'avait peut-être pas identifiés ou des angles morts. Et je trouve ça assez pertinent d'avoir une sorte d'assistance, finalement, dans la hiérarchisation, des actions que l'on doit, mener. Et donc voilà, ça c'est aussi par contre là, pour le coup, ça marche plutôt bien de ce que j'ai pu voir. Et mais alors après, c'est pas accessible encore à tout le monde. mhm, Clairement, c'est plutôt, des grosses, structures qui peuvent, s'offrir ces services-là pour le moment. Mmh. mm, mm. Ce que j'ai entendu dans la communauté d'analytics, c'est qu'il y en a un qui disait qu'avec l'IA, on arrivait à faire, justement avec on parle de budget, avec des budgets moindres, des analyses, qu'avant, ces outils existaient depuis longtemps, hein, dans l'IA. L'IA, quand on parle d'IA, on parle beaucoup de génération de textes, d'images, mais dans l'analyse de données, ben, il y a plusieurs autres modèles statistiques qui sont utilisés, qui sont intéressants, etc. Et donc, l'analytique, c'est finalement basé là-dessus depuis le départ. Et maintenant, ce qu'on arrive à voir, c'est que avec l'IA générative, on arrive à avoir des résultats, comme tu dis, de recommandations, d'actions que certains programmes faisaient avant, mais avec des budgets de plusieurs centaines d'euros, voire de milliers d'euros par mois, et avec une IA ou un chat GPT ou quoi, qui sont à des dizaines d'euros par mois. Donc, on n'est plus du tout sur la même échelle de budget. Et donc, petit à petit, ces solutions pourraient se faire remplacer. Donc, voilà, il y a des choses à faire qui sont pas encore toutes là, mais voilà, il y a des choses à faire. Mmh. Bah, on peut dire que en synthèse, l'IA a vraiment révolutionné quand même, les métiers du digital, depuis, 2 ans, dans nos usages, nous, au quotidien, dans notamment la création de contenu. C'est vraiment, là-dessus évidemment, le point, fort. Et certains, en pâtissent, hein, clairement, mais d'autres en profitent. Donc, toujours des perdants et des gagnants, hein, dans un Mm, changement. Euh, mais l'IA a effectivement un gros potentiel à partir du moment où on la maîtrise, on l'alimente mhm, avec des contenus et des données intéressantes et de qualité. Et on verra où ça va nous mener tout ça. Parce que il y a des perspectives futures d'une IA qui pourrait vraiment construire votre site de A à Z, voire même mhm, intégrer tout le catalogue, enfin presque tout faire, même l'animation commerciale, le marketing automation. Il est fort mm, probable qu'un jour on en arrive là, à automatiser complètement avec une IA
qui sera même peut-être meilleur que nous. Donc ça, c'est le côté un petit Mm. peu Terminator, hein, qui fait un peu peur. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais bon, voilà, faut le garder quand même dans un petit coin de la tête et Mm. voir comment on arrive à profiter de tout ça. Maintenant, l'humain reste un contact indispensable et privilégié. Peut-être que on va créer de nouvelles interactions en fait avec les consommateurs, peut-être plus en présentiel ou via via les réseaux sociaux. On va en reparler ça de toute façon. Ouais. Et voilà un petit peu ce que je peux dire. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, moi je dirais, je compare là, j'ai eu l'idée d'un gestionnaire d'emailing où on peut, ou avant peut-être, si on voulait avoir un email un peu design, etc. dans son branding, fallait faire appel à un designer qui allait front-end, qui allait coder le design de l'email et tout faire à la main. Et puis, on a maintenant des solutions qui automatisent ça, où on a des modèles. On utilise souvent les modèles et on adapte les modèles, ce qui fait un gain de temps et un gain de budget. Et ici, bah, ça va être un peu la même chose. Finalement, à partir d'un brand book, on va pouvoir adapter son branding à ses emails, à son site internet, à ses réseaux sociaux et rester dans une même image de marque sans devoir l'adapter à la main à chaque fois. Donc, il y aura beaucoup d'automatisation, un peu comme un assistant. Puis il y aura toujours quelqu'un qui ira derrière pour retoucher, parce que ça sera jamais parfait. Donc il y aura Hmm. toujours un humain, comme tu dis, qui sera là pour mettre la touche finale. Hmm. Bah, espérons-le, espérons-le. C'est le Bon, but. Fanny, Donc ça, c'était... bon, on a fait le tour de cette première tendance. Donc, Ouais. bah, restez L'IA. vigilants en veille hein, sur l'IA, bien sûr. Partez pas dans tous les sens parce qu'il y a plein d'outils qui vont arriver et autant qui vont fermer. Partir. Essayez de rester Ouais, essayez de rester surtout focus sur des outils importants et puis plutôt que vous disperser, de maîtriser Mm. 1, 2, 3 outils. Bon, voilà, c'est déjà beaucoup. Euh, bon, on va passer au deuxième sujet, deuxième tendance. Ouais. Et cette deuxième tendance, c'est la rentabilité. Encore un gros sujet e-commerce. Ben, on en parlait en début de cet épisode en parlant de tous les chiffres de ces dernières années. Et ça reste un sujet important. Les coûts d'acquisition augmentent, le marché est de plus en plus difficile et donc être rentable, c'est encore et toujours une priorité. Ouais. Alors justement, bah, la rentabilité, c'est vraiment un sujet qui s'est vraiment mis sur sur la table, qui a été mis sur la table fin 2022. On s'est dit attention, 2023, ça va être compliqué. On le savait déjà. Et je Mhm. me souviens avec Nicolas Chevalier d'e-commerce Nation avoir fait une interview. On avait Mhm. échangé là-dessus. On prévenait les e-commerçants, faites attention. C'est bien pendant toutes ces années d'avoir investi dans l'acquisition de trafic à tout prix. Sauf que l'acquisition de trafic, son coût a augmenté de 222% en 8 ans. Tu vois. Donc c'est pas rien. Pas mal. Ce qui veut dire que le coût d'acquisition d'un client est forcément de plus en plus élevé. Et ce qui Ouais. est assez fou, c'est que j'ai vu une stat, il y a 0,8% des sites e-commerce qui se concentrent sur la conversion. Donc, ils font des tests AB, qui font des expériences, qui font des enquêtes persona, etc., pour augmenter leur Ouais. conversion. Moins d'1% travaillent sur leur conversion. Donc là, Ouais, il y c'est a un dingue. boulevard en termes d'optimisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, on a évidemment du trafic qui tombe et mécaniquement, si on l'augmente, on aura forcément plus de chiffre d'affaires. Mais en même temps,
c'est tellement cher et c'est limité, c'est pas infini. C'est comme le pétrole et le charbon, hein, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc l'idée, Mhm. c'est quand même de travailler sur sa conversion pour, optimiser son rendement, son efficacité. Il existe, Ouais. vraiment beaucoup de solutions, pour ça, Mhm. de plus en plus et de plus en plus accessibles, Ouais. même à des petits commerces. Bon, pour rappel, Oui. le taux de conversion moyen, en France, ça dépend si on parle des visites ou des visiteurs, mais on est entre 2 et 3. Voilà, à peu Mhm. près où on en est. Ça veut dire que, bah, grosso modo, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais on jette, 97 de son budget, marketing, par la fenêtre. Voilà où on en est. Ouais. Ouais, ouais. Oui, ça montre Alors l'importance toi, en de faire venir analytique. un trafic. Ça montre l'importance de faire venir un trafic qualifié sur son site. Et j'essaie d'en parler avec, par exemple, Mmh. des experts en SEO ou en SEA et leur demander aussi est-ce qu'ils font de l'optimisation de pages de destination. Donc la première page sur laquelle le visiteur arrive quand il est venu via une pub sur Google ou sur Meta ou via une recherche sur Google, c'est-à-dire cette page, est-ce qu'elle est optimisée pour cette campagne-là ou pas? Et c'est quelque chose qui se faisait pas avant dire bah nous on vous amène le trafic, bien sûr il cible etc. Mais une fois qu'il est sur la page, bah ça c'est une fois qu'il est sur votre site c'est votre job et de se dire bah non il faut que la page elle soit aussi optimisée par rapport avec la campagne. Le reste de la campagne est optimisé, pourquoi pas la page d'accueil, la page de destination. Mmh. Et c'est pas comme tu dis c'est pas automatique alors que ça devrait l'être. Il y a tellement d'optimisation à faire sur son site et qui sont pas c'est plutôt un mindset, une mentalité, une habitude à prendre et un travail à faire sur son site qui doit être tout le temps là finalement. Le site est tout le temps amélioré, il est jamais parfait. Et plutôt qu'un outil ou quoi à utiliser. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bon, c'est vrai que avant de pouvoir faire des tests A/B, de pouvoir faire le tracking de comportement, d'utilisateurs, il faut déjà un certain volume de trafic, pour avoir des statistiques, Ouais. des données quand même, intéressantes. Donc, maintenant, il y a aussi des bonnes pratiques, d'UX et de CRO, qu'on connaît et je peux t'assurer et tu le sais très bien, quand on va, visiter des e-commerce, parfois ça pique les yeux ou on est très loin d'avoir un parcours client, hyper fluide. Donc Mhm. moi je pense que déjà, il y a une première couche, de bonnes pratiques à mettre en place dans le Ouais. parcours client. On peut déjà Mhm. faire beaucoup de choses et puis après, je pense qu'on peut Mhm. avoir allez, Ouais. je vais me jeter, je me lance. Je pense qu'avec, 20 de recommandations, on peut avoir 80 d'impact en termes de parcours client et d'UX. C'est-à-dire qu'avec très peu de quick wins, de bonnes pratiques, on peut vraiment avoir Mhm. un impact très fort. Maintenant, sur des e-commerce qui sont matures, qui ont déjà fait quand même, qui ont un beau parcours, là, on va aller chercher des POUIEM, clairement des petits points de conversion. Et là, ça va demander effectivement une analytique et vraiment des petits changements de détails qui, Ouais. cumulés, vont effectivement améliorer le CA, le rendement, etc. Mais parfois, ça Ouais. se joue en fait sur l'offre. On voit bien, par exemple, Amazon avec Prime, bah, finalement fidélise ses clients et permettrait d'avoir un taux de conversion, assez incroyable. Il y a des systèmes aussi, à abonnement, qui permettent, soit dans l'alimentaire, dans d'autres choses, dans d'autres secteurs, bah, de fidéliser les clients, et donc d'avoir des taux de conversion importants. Donc c'est aussi lié à la stratégie, au modèle économique, au secteur d'activité, à la concurrence, que vous aurez aussi des variations, de taux de conversion.
Oui, je pense que c'est comme tu dis, hein, il y a une base à avoir, donc une checklist, et il faut avoir cette base, et que ce soit sur son site internet, que ce soit dans ses emails, que ce soit ben, au référencement, les réseaux sociaux, dans la publicité, tout ça. Il faut avoir une base. Et une fois qu'on a cette base, ben c'est des plus petites choses, et c'est vraiment bien connaître son client, bien connaître ses clients, les différents profils qu'on a et les différents parcours qu'ils font pour aller jusqu'à l'achat. Et donc, c'est avoir cette connaissance et optimiser par rapport à cette connaissance petit à petit. Mmh. Bah oui, et vraiment, c'est ça, tu as raison. Donc, l'expérience client, le parcours d'achat, Mm. intéressez-vous à vos clients. C'est Ouais, vraiment la clé. Nous, on n'arrête pas avec, mes partenaires, d'interroger, de questionner, de comprendre leurs motivations profondes, leurs désirs, leurs frustrations, justement pour, ouais, faire évoluer le parcours et le faciliter, mettre l'information où ils en ont besoin, lever les freins. Bon, il y a plein de choses, mais bon, tout ça pour dire que la rentabilité, c'est un vrai sujet. Donc, on parlait de la rentabilité et du fait qu'on doit vraiment se concentrer sur les conversions, ce qui n'est pas encore assez le cas. C'est beaucoup acquisition. Acquisition, c'est bien, mais c'est pour convertir après. Et pour ça, ben, il y a plein de choses à faire. Il y a des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place. Et une fois qu'on a ces bonnes pratiques, qu'on a une bonne base, une bonne fondation forte, ben, c'est bien connaître son client, bien connaître tout le parcours qu'il fait pour arriver à l'achat et optimiser chaque étape de ce parcours-là. Ce qui nous fait venir vers l'autre point qu'on aurait voulu adopter dans ce bilan 2024 et plan 2025, c'est l'expérience client. Et oui, Fanny. Malgré les problèmes de casque, on a pu, nous retrouver parce qu'il y Et avait un des pull jeux. qui apparaît aussi, hein. Je ne sais Eh pas si oui, on tu le vois, voit. c'est un peu le jeu des 7 différences. Donc est-ce que vous aviez remarqué que Fanny avait mis, son pull rouge et changé de casque? Je vais mettre Voilà. mes Eh lunettes en bien, plus. c'est une très bonne, expérience, client, hein. On va voir si vous êtes concentrés. Alors si vous nous écoutez en podcast, bah non, ça va être compliqué, mais, Au son, le alors son doit être différent. ah ouais, oui, c'est vrai, ouais, tu as raison. Ah, Il est voilà. différent. Ouais, bon. Eh bien, écoute, on peut passer, effectivement, comme tu le dis si bien, à la 3e tendance, c'est vraiment donc, l'expérience client omnicanal et la mobilité. Eh oui. Donc, alors l'expérience client omnicanal, alors dans l'omnicanalité, on intègre, potentiellement plusieurs, critères. Ça peut être des, magasins physiques avec, Mhm. l'e-commerce, mais c'est aussi, la mobilité, mobile, tablette, ça peut être des, bornes, interactives, dans des magasins. Ouais. Et il y a enfin voilà, tous les canaux, tous les points de contact finalement avec Ouais. la marque. Et je dirais tous les canaux de distribution, comme tu disais, et de communication. Et Oui, finalement, comme tu dis, tous les points de contact. oui, C'est ça. tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut, constater, Mm. finalement, c'est qu'il y a de plus en plus de magasins, bah, de chaînes ou pas d'ailleurs, ou indépendants, Mhm. qui se retrouvent à avoir aussi un site e-commerce, mais un peu dissocié, finalement. Donc, on a, à la fois du magasin, dissocié, du service en ligne et le la grande problématique, c'est Mhm. de pouvoir, fidéliser ses clients, de pouvoir leur offrir, de la visibilité aussi sur les stocks, en magasin, de bien gérer, tout ce qui est click and collect et d'avoir en fait une expérience, digitale et physique, harmonieuse, Ouais. et finalement, il y a encore beaucoup de progrès à faire, de ce côté-là. Mmh, J'aime bien le mot que tu utilises, harmonieux, parce que ça ne veut pas dire que l'expérience, elle doit être la même. Déjà, si c'est en ligne ou en magasin, c'est pas la même. Si c'est un magasin dans une ville ou dans une autre, c'est pas la même. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais ça doit être, comme tu dis, harmonieux, ça doit être consistant. Il doit avoir comme le même champ lexical. Ça doit pas être le mmh. même mot, ça doit pas être exactement la même chose, mais ça doit être dans le même genre. On doit bien se dire, ah oui, là, je suis chez cette marque-là.
Mmh. Oui, oui, complètement et en fait, ça va dans le sens d'enlever des freins, de Mmh. favoriser, l'accès à l'information, Ouais. d'avoir un bon suivi aussi de ces produits, donc le SAV également. Mmh. Et finalement, alors aujourd'hui, clairement, il y a des solutions, qui existent, en 360, degrés. Elles sont pas évidemment accessibles, à tout le monde, surtout aux petits commerçants, hein, c'est Mmh. clair. Mais on a quand même, aujourd'hui, la possibilité de croiser, les données. En fait, c'est toujours une histoire de data finalement, Ouais. hein, et de compatibilité entre, solutions et je pense que, hem, pour l'avoir expérimenté avec, le no-code, des Mmh. solutions no-code qui sont assez simples à implémenter, Mmh. on arrive et même l'IA finalement, hein, parce que l'IA va nous aider aussi, dans les outils no-code à Ouais. créer, des automatisations, voire même des API complètes pour connecter, les services entre eux Mmh. et donc on a, franchement un nouvel univers qui s'ouvre à nous, un technologiquement parlant, qui va nous faciliter, bah, tout ça quoi, toute cette expérience. Ouais. Moi, je pense que ça réunit bien les 2 premiers points dont on a parlé, hein, l'IA et tout ce qui est automatisation et la conversion, la connaissance client et la personnalisation sur, le profil et le parcours client et mettre ces 2 là ensemble et pouvoir, automatiser et personnaliser en même temps et le faire bien. Ouais, complètement. Ouais, ouais, bah, écoute, moi c'est tout ce que j'ai envie de dire, sur ce sujet-là, c'est vraiment ça, Ouais, c'est rendre l'expérience, fluide ouais. auprès de votre marque et que ce soit la même sur tous les Mmh. canaux, donc ça, c'est vraiment important et puis, faites attention à la mobilité, votre parcours client, vous avez de plus en plus de trafic mobile, donc Mmh. si vous faites de la vente sur mobile, soignez, votre parcours d'achat, Tu dis, heu il y a de plus en plus, mais il y a tellement de commerces où c'est 80 du trafic en fait, ah oui, oui, c'est oui. d'abord mobile. Donc Oui, oui, évidemment, il faut bien faire sûr. son design sur mobile. Mais comme tu Mmh. dis, quel que soit le canal, si, que ce soit des emails, que ce soit des MP, Messenger, WhatsApp ou autre, il faut être là où le client est et comme il aime bien, consommer l'information et acheter en ligne et donc il faut s'adapter au client. Ouais, complètement Mmh, et c'est vrai qu'il y a des CMS, je pense surtout à des CMS open source qui sont pas, forcément très optimisés, sur mobile. mmh, D'ailleurs, on voit bien quand on conçoit des sites e-commerce, dans 90 des cas, on crée, la version desktop et après une déclinaison mobile et puis c'est seulement les ouais, e-commerçants, qui ont un peu plus, les moyens, qui vont pouvoir aborder les 2, voire uniquement le mobile en priorité. Donc il y a quand même, culturellement aussi, des choses à faire évoluer de ce côté-là. ouais, Voilà, mais mobile, bah, forcément, c'est un point clé ouais. avec des taux de conversion qui sont plus faibles sur mobile parce que l'expérience est moins évidente, mais aussi bien sûr parce que sur mobile, on est peut-être plus en capacité enfin, dans une recherche d'information, Ouais. plus que d'achat, parce qu'on sait bien que sortir sa carte, si le marchand ne propose pas de d'Apple Pay, Google Pay ou PayPal Express ou de choses comme Ce que ça, j'allais dire, des c'est moyens de paiement express dans ah, lequel tu es déjà ouais, enregistré. En fait, ça va vite mmh, et c'est ça, c'est lié à c'est ça ça. aussi. Donc Mmh. il y a vraiment une approche, mobile à avoir, et il faut la penser différemment, Ouais. du desktop. Ouais et je trouve, ça nous lie bien à notre prochain point qui est le pilotage et les analytics. Parce qu'un rapport que j'adore dans l'analytics, c'est le rapport où on voit les différents appareils qu'on utilise, enfin que les visiteurs utilisent, avec la taille de l'écran, la marque de l'appareil, le navigateur qui est utilisé et il y a des outils en ligne qui permettent de tester son design sur ces tailles d'écran spécifiques et sur Mmh, ces navigateurs spécifiquement. Donc les 10
appareils les plus utilisés, donc taille d'écran, marque d'appareil, navigateur, tout ça, les 10 combinaisons les plus utilisées, vous devez les connaître et vous devez tester votre design dans ces catégories différentes. Alors, il se Mm. peut qu'il y en ait 5 qui soient à 80-90% de votre trafic, quoi. Mais ces 5, vous devez toujours tester votre design et tester tout le parcours d'achat, y compris le checkout, et être sûr que tout soit bien dans toutes les tailles d'écran différentes. Ah oui, complètement, mais l'analytique, Mm. c'est la clé, surtout dans la recherche de rentabilité. Ouais, Puisque, bah, ce qu'on mesure pas, forcément est inconnu, et donc c'est ouais, hyper important de mesurer, toutes les étapes du parcours à minima pour voir, le taux de rebond, le taux de désengagement, qu'on appelle maintenant, les taux de conversion, et ouais, évidemment toutes les conversions à chaque étape pour pouvoir améliorer sur ces étapes-là, et tu as tout à fait raison. C'est vrai que beaucoup alors en fait, j'ai l'impression que depuis, mhm, qu'on est passé de Google d'Universal, à, GA4, après entre, alors déjà ça a été violent parce que, finalement, j'ai très, très peu de personnes qui disent: «Je préfère GA4 à Universal», et mhm, donc ça a été, je pense, un choc, pour beaucoup de monde. Et puis après, on a eu aussi, la DSA, DMA là, la ouais. loi européenne RGPD. Donc Il se attention passait Google tellement de choses. Analytics. Mais oui, ça passera plus, il faut changer, donc tout le monde a basculé, enfin tout le monde, beaucoup sur, Matomo, sur Piwik, et puis d'autres solutions. Ouais, Mais en fait, on en est où aujourd'hui? Parce que voilà, a priori, GA4 serait RGPD, mais vraiment, sur le fil du rasoir, et suite à une sorte de dérogation, européenne vis-à-vis de l'outil, pour des raisons presque géopolitiques. On va pas s'étendre sur le sujet. Mais voilà, on en est là. c'est Alors, vrai. aujourd'hui, c'est quoi l'état de l'art de l'analytique? Quelles sont, les tendances de l'analytique? Qu'est-ce que tes clients te demandent, de mesurer en ce moment? Est-ce que tu as remarqué des choses qu'il n'y avait pas il y a 2, 3 ans, ou, des difficultés qu'ils rencontrent? Ouais, alors, comme tu dis, il y avait toutes ces choses avec GDPR, DMA, DSA, et c'était difficile de comprendre ce qui en était. Alors, une des premières demandes, ben, c'est de mettre à jour, Google Analytics 4 parce qu'il ne se met pas à jour automatiquement. En tout cas, pas tout ce qui est personnalisé, donc il se crée automatiquement si vous n'avez rien fait. Mais, pour ce qui est, par exemple, du traçage e-commerce, ça va pas forcément se mettre automatiquement dessus. Alors, ça dépend de comment est-ce que vous l'avez implémenté, mais c'est pas sûr. Ensuite, il y a tout ce qui est bannière de cookies et gestion des consentements sur le site. Il y a encore trop de petits sites qui se disent: «Ah, c'est pas la priorité». Ou alors Mmh. nous, on va pas nous mettre d'amende. Mais si, il y a des petits sites, les amendes, elles vont à des milliards de dollars pour ce qui est Facebook, Microsoft, tout ça, jusqu'à 1 000 euros pour des plus petits sites. Donc oui, il y a des amendes sur les petits sites aussi. Et les solutions, finalement, si vous avez pas un énorme site, vous n'êtes pas Amazon, hein. Si vous n'avez pas un énorme site, que vous avez moins de 50 pages ou de 100 pages ou de 500 pages, eh ben, il y a vraiment des solutions pour les PME qui coûtent moins cher et ça va directement dans votre budget. Comme vous avez un budget, bah, pour l'hébergement de vos sites, bah, maintenant, vous y ajoutez 10, 50 euros par mois selon vos besoins Mmh. pour gérer vos cookies. Et donc ça, on ajoute. Et donc, question GDPR, ben, c'est OK d'utiliser Google Analytics. Maintenant, il y a des moyens d'autres outils comme Matomo ou Plausible que j'aime bien aussi, où là, il ne faut pas forcément de bannière cookies. Mais si vous faites des publicités, par exemple des publicités pour abandon de panier, des choses comme ça, bah, vous en aurez besoin pour la Ouais, publicité. Donc, c'est ça, ouais. donc, la plupart, vous en avez besoin. Et Mmh. ça, c'est la demande numéro un, c'est la gestion des cookies et des consentements. Une autre demande qu'il y a souvent, c'est ce qu'on appelle côté serveur. Donc, c'est vraiment changer son implémentation et avoir un serveur dédié ou une partie de son serveur qui est dédiée pour ces données. Et ça, c'est vraiment quelque chose que certaines petites entreprises ont implémenté, mais moi, je ne conseillerais pas quand on est trop petit.
c'est vraiment pour des plus grosses entreprises, donc une bonne moyenne entreprise, ou voire les grands comptes, ben, auraient besoin de ce côté serveur. Alors qu'on est plus petit, c'est moins intéressant. Je dirais, si vous connaissez bien vos analytics, vous savez que vous avez des événements chaque mois. Et quand je parle à des experts, ils me disent, bah, c'est quand tu arrives vers le million, voire 2 millions d'événements par mois, donc c'est quand même des gros sites. Ou alors là, ça devient intéressant de faire du côté serveur. Et je dirais troisième, comme tu dis, avec Google Analytics 4, c'est un peu la confusion. Mais moi, en fait, j'utilise depuis longtemps Looker Studio pour faire Mmh. des rapports. Looker Studio, c'est comme Power BI, Tableau, donc c'est des outils de visualisation de données. Et en fait, si on a Google Analytics qui va se mettre dans Looker, bah, ton Looker, il n'a pas forcément changé. Donc, tu as Mmh. tes mêmes données de conversion. Donc, Mmh. on reparle de conversion toutes des différentes campagnes et de voir ce qui s'est passé sur ton site et quelle campagne a fait le plus d'acquisition, le plus de rétention et le plus de conversion. Et donc ça change pas. Donc c'est vraiment les trois choses importantes dans l'analytics aujourd'hui. Mmh. Ouais, je pense que Looker, donc de Google, qui est une solution gratuite, Ouais. finalement de tableau de bord, sur mesure. Il y a des templates, hein, qui existent, hein, des modèles, tout faits, qui sont pas toujours adaptés, mais bon, heu, ce qui est À boire et à intéressant, manger. c'est ouais, voilà, ça. Mais je pense que Looker s'est vraiment développé là, ces Ouais. dernières années, surtout suite à GA4. Mhm. Et je trouve ça finalement bien parce que, on a une vue personnalisée. En fait, on les conçoit, nous-mêmes, Mhm. et c'est vrai que moi, j'ai vraiment plaisir quand j'analyse, les données, des e-commerçants, d'accéder à Looker plutôt que GA4, hein, Bah, clairement, c'est plus facile, tu n'auras que les données dont tu as besoin, donc tu n'as pas besoin de trifouiller dans ton GA4, essayer de trouver l'info. Et tu peux mettre plusieurs données en même temps. Donc, tu peux mettre les données ben, de Google Search Console pour ton référencement, de Google Ads ben, pour tes pubs, Meta Ads pareil, les réseaux sociaux en organique pareil, tes emailing pareil, et même jusqu'à aller mettre tes données de comptabilité pour avoir ta marge dedans. Donc, c'est très flexible et c'est sur ouais. mesure. Mm. Alors entre les navigateurs qui durcissent, les cookies, et les cookies tiers qui vont disparaître, RGPD avec, accepter, refuser, Mhm. finalement en termes de qualité de trafic, enfin de connaissances, parce qu'il y a le quanti, le nombre de visiteurs, mais aussi la qualité de ces visiteurs. C'est les données qu'on va récupérer d'eux, du Mhm. type, le genre, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge, quel, navigateur, et cetera. Tout ça, ça va s'appauvrir, a priori dans le temps. Donc pour les services marketing, comment on va faire, quoi? Comment tu vois les choses? Je dirais que là, maintenant, tout de suite, c'est pas. Déjà, les cookies tiers, on le voyait venir que ça allait pas arriver. Et ce qui change vraiment, c'est la rétention, je dirais. Si tu mesures ta rétention par le pourcentage de visiteurs nouveaux ou existants, ben, tu mesures pas ta rétention. Parce que, par exemple, sur Safari, ben, ils suppriment les cookies après 7 jours. Donc, tous les 7 jours, ben, c'est comme si c'était un nouvel utilisateur. Donc, il faut bien mesurer sa rétention on retombe sur les conversions. La conversion, c'est pas juste l'achat, c'est de l'achat et c'est toutes les étapes qui mènent à l'achat. Donc, c'est inscription à une newsletter, c'est peut-être la consultation du blog pendant un certain temps. Euh, c'est toutes des petites choses comme ça qui sont importantes et qu'il faut mesurer pour pouvoir estimer, bah voilà, la personne, elle a quand même fait une petite conversion, une micro-conversion qui est quand même importante et Mmh. on peut estimer qu'à partir de X micro-conversion, on a une macro-conversion qui est l'achat. Mmh. OK. Ouais, ouais. Non, bah, très bien, ben, voilà, donc c'est important, et surtout si on est en omnicanalité, Mmh. de pouvoir mesurer, ce qui se passe, sur tous ces canaux, que ce soit, comme tu disais, de vente ou de communication, pour, mettre en place des stratégies finalement, performantes, et liées aussi aux besoins de rentabilité, des Mmh. marques. Donc Ouais, tout est ouais, connecté, hein, la rentabilité, vous ne l'aurez pas si vous la pilotez pas, ça c'est ouais. sûr.
Bah, si on le voit pas, si on le mesure pas, comment est-ce qu'on peut savoir? Eh oui, exactement. Voilà. Donc la messe est dite. Ah mais c'est dit. On prêche pour notre église, hein, pour notre paroisse, donc Ah bah, un petit voilà. peu, mais bon, je pense que ça reste du bon sens quand même. Ouais, ouais, Mmh. Bah oui, c'est logique. c'est du bon sens, des bonnes OK. pratiques. Ouais, c'est ça. Bon, et ben, allez, Ouais. le cinquième sujet. Ouais, dans les bonnes pratiques, eh ben, il y a les réseaux sociaux parce qu'on y passe des heures tous les jours. Donc évidemment, c'est un des canaux. On en a déjà parlé avant. On voit bien chez nos clients que les canaux qui apportent beaucoup de ventes, bah, c'est la recherche organique sur Google et les publicités sur Google aussi. Mais après, il y a du direct et dans le direct, ben, c'est tout ce qui est notoriété et les réseaux sociaux font partie de cette notoriété et quand les gens vont sur Google et tapent le nom de votre entreprise, ben, c'est de la notoriété aussi. Donc tout ça, les réseaux sociaux viennent dedans, même si c'est pas forcément le canal numéro un qui apporte des ventes, Mmh, c'est peut-être un des canaux mmh. les plus Ouais. importants pour vous faire connaître parce que c'est là où les gens sont pas forcément à la télé, pas forcément, dans des magazines ou des journaux, mais surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. Bah, je me souviens d'une étude, de 2019 ou 2020 de SEMrush Mmh. qui disait qu'il y avait, 2 du trafic, des réseaux sociaux qui apportaient des ventes en moyenne, hein, Mmh. chez un e-commerçant. Alors évidemment, il y a des exceptions, on le sait. Donc quand on prend, certaines marques comme Amazon et autres qui ont des applications mobiles, bah, Ouais, là clairement on va passer, oui, par là. Hem mais après, non, les réseaux sociaux, tu as tout à fait raison, en plus, heu, il y a eu des tentatives, de shopping, hein, ouais, ouais, qui ont un peu été, bah, stoppées, en tout cas, en France, ouais. alors qu'elles courent toujours aux États-Unis. Bon, ouais, donc ça, c'est compliqué aussi. Bah, je dirais c'est dans la logique. Si tu es sur Facebook ou Instagram ou TikTok et que tu fais, par exemple, un partenariat avec des influenceurs ou que tu montes toi-même tes produits avec de l'IA ou pas, dans des visuels, bah, c'est normal, ils cliquent dessus et puis ils ont une page, la page du produit directement sur leur, réseau Mmh, social ou sur lequel ils c'est sont, ça. donc pas forcément sur le site et vendre comme un peu une marketplace quoi. Vendre Mmh. directement sur le réseau social, ça a du sens. Oui, ouais, ouais, mais bon, ça demande encore, voilà, des moyens, des compétences, du temps Je et dirais oui et non, parce que maintenant tu as des logiciels, des gestionnaires de flux de produits, c'est comme ça oui, c'est s'appelle, vrai. Mmh, qui automatisent ça. Bon, ils automatisent pour, bah, Facebook ou Amazon, des mmh, grosses plateformes comme ça. Maintenant, si on veut vendre ses produits sur, une marketplace très spécifique, bah, faut voir s'ils ont un accord avec ce gestionnaire de produits. Moi, si ouais, j'étais une marketplace, je voudrais voir quels sont les 5, 10 gestionnaires de produits, les plus populaires dans ma région et voir, comment est-ce qu'ils gèrent, tous les champs, tout ça, pour pas devoir refaire le monde à chaque fois. Parce que si tu mmh, dois cartographier tes champs par rapport aux champs de la marketplace, là, bah, évidemment, ça prend un temps de dingue. Et mmh. il faut pas non plus y mettre tous ces produits. Donc, on peut commencer par 2, 3, 5 produits, voir comment ça marche, tâter le terrain et, heu, et voilà. Ah ouais, complètement, ouais. Mais c'est vrai que, l'e-commerce et les réseaux sociaux, ça a du mal, ils se cherchent, donc c'est pas évident, Mmh. je trouve. Le modèle, ne se stabilise pas de ce côté-là. Voilà, maintenant on peut parler des tendances. Alors, Oui. il y en a une qui est très utilisée, notamment en Chine Ouais. et je vois j'ai des images en tête, de personnes qui présentent le produit devant Ouais. des centaines d'iPhone, enfin de téléphones, de caméras. Donc c'est tout ce qui est autour du social shopping, et Mmh. commerce. Donc évidemment, chez eux, ouais, ça a l'air d'être très, très, en vogue et très utilisé. Ouais. Mais je trouve que ça a du mal à décoller en France. Alors est-ce Mmh. que c'est bien, pas bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va finalement décliner, le shopping de la télévision, Ouais. nos émissions sur les réseaux Téléachat. sociaux? Le téléachat, voilà, qui a eu ses heures de gloire et Ouais. qui semble continuer sur un certain public.
T'en penses quoi de tout ça? Ouais. Moi, C'est ça me fait un peu penser, aux ventes, par réseau comme, Tupperware et en Belgique, il y a H2O, je sais pas si vous l'avez en France, mais H2O, ça marche bien et c'est des vendeuses qui viennent chez toi, qui vont présenter les produits, tu invites tes amis et ouais. présentent des produits. Bah, H2O, c'est nettoyage, hein, donc Mmh. on n'invente pas la roue. Et mais ça marche et c'est bien connu et les gens, ils apprécient les produits et pour moi, ben, le social shopping, le live shopping, bah, ça va être c'est un peu ça. Au lieu d'être chez soi, c'est par écran, donc ça peut se faire dans un magasin. Je sais plus qui me disait que le magasin physique, ça pourrait être aussi un studio où on fait, ses live shopping de ce studio-là, donc c'est une expérience, donc on filme ce qu'il y a dans le magasin, la vendeuse qui est là dans le magasin parce que le magasin physique, l'intéressant, c'est d'avoir les conseils. Et il y en a qui vont en magasin ou qui ont besoin des conseils Ouais. des vendeurs et des vendeuses. Et Mmh. c'est ça qu'on n'a pas forcément en ligne Mmh. sur un site e-commerce. Alors on parlait des chatbots, ça peut être intéressant, mais déjà dans le chatbot, il y a bot, donc tu te dis c'est pas un être humain. Oui. Alors que social shopping, tu peux avoir la vendeuse du magasin machin qui est là, qui va faire son live tous les vendredis ou une fois par mois et on la connaît, on l'a déjà vue, elle nous montre les produits, elle nous montre pourquoi c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'elle recommande ça. Donc c'est un petit peu on recrée un petit peu l'expérience de en magasin. Ouais, et toi, ça me fait penser à une tendance qu'on imaginait il y a peut-être même avant le Covid. On se Mmh. disait: «Les magasins physiques vont se transformer en showroom» Ouais. et bah, tu regardes, finalement, pas tant que ça. Donc Ouais, ouais. showroom, oui, il y en a pour certaines, grandes marques, qui ont des franchises ou Mmh, peut-être même de luxe, tu vois? Pour tester les produits, voir des mmh, univers et cetera, mais finalement, c'est à la marge. Donc on a quand même besoin, bah, de rentabiliser aussi, hein, les lieux physiques, donc faire de la vente, sur place. De là, tout automatiser, bon, j'y crois pas et comme tu dis, on a besoin de l'humain, mmh. clairement pour, avoir des conseils. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche avec un vendeur, une vendeuse, un conseiller? C'est un miroir. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, il va bien nous conseiller dans le sens, bah, oui, ce produit vous va bien ou celui-là ne vous va pas, mais il va nous aider à améliorer, à chercher cette sérotonine dont on a besoin. C'est le Mmh. moi-je, j'ai besoin d'être valorisé et puis c'est aussi, quelque part un peu de bien-être. C'est pas qu'une corvée, on a besoin d'être valorisé, Mmh. d'être reconnu, en tant qu'être. Donc Mmh. moi je pense qu'on a besoin de ça, on recherche ça quand on rentre Ouais. dans un magasin. Et c'est la revalorisation des vendeurs, hein. Se dire, Oui, ben, un vendeur, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour, faire passer à la caisse, c'est pas un caissier, c'est, quelqu'un qui est là pour écouter le client, qui est là pour le client, dans certains commerces peut-être plus que d'autres ouais. et qui va agir en conséquence, quoi, comme un chatbot, ne pourrait pas. Ouais. Oui, oui, puis en fait, là par contre, il y a une vraie tendance, c'est que le commercial devient plus un conseiller, Ouais. voire même un formateur dans certaines Mmh. situations, plutôt qu'un vendeur, de porte à porte, comme on l'avait avant. Alors ça existe encore, hein, dans le B2B, on en voit encore beaucoup de vendeurs sur le terrain, mais leur métier se transforme. Mmh mh. On le voit très bien avec les voitures, hein, quand, finalement, tu vas choisir une voiture, tu vas d'abord sur internet, tu vas voir des vidéos, tu vas Mmh. comparer les véhicules, tu vas, faire de la personnalisation pour obtenir le prix avec la couleur, les modèles. Tu peux Mmh. tout sélectionner, tout préparer en amont et Ouais. finalement aller en concession uniquement pour valider que c'est bien la bonne voiture et tester le confort, l'assise, et Ouais. cetera. Toucher le produit Mmh comme mh. un matelas que tu peux aller tester, dans un magasin de literie finalement Ouais. et le conseiller, il va venir valider ou pas en fait, C'est tes une des tes dernières critères. sources d'informations, sur, le parcours, d'achat. Oui, exactement, ouais. Donc bon, on va surveiller tout ça, mais effectivement, alors TikTok Mmh. est quand même assez en avance, là-dessus, hein, clairement. Mmh mh. Facebook, un peu à la ramasse. Facebook, ça reste,
moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'univers des pubs de dropshipping et d'infopreneurs qui vendent des formations. J'ai l'impression de voir que ça. Alors, c'est peut-être le biais dans lequel moi je suis Eh sur les bien, réseaux. la seule pub que j'ai trouvée intéressante et je suis très difficile, en question de pub, c'était sur Facebook. Je me suis dit: «Oh putain, ils m'ont bien ciblé» et Ah, c'était très pertinent, j'ai même cliqué dessus, ce qui m'arrive jamais. J'allais voir sur le site et tout et j'ai hésité à acheter et puis j'en avais pas besoin donc j'ai pas acheté mais c'était pas loin. d'accord, OK, ouais. Bon, écoute, voilà, je pense que, en tout cas, pour moi, TikTok a une longueur d'avance. Mmh, Clairement, bah, on sait d'où ça vient, quelle est l'origine, hein, du réseau social. Donc, voilà. il y a cette culture-là. Et pour le reste, bon, on va voir. Ils vont essayer de rattraper certainement, mais bon, je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer. Mmh. Mmh mh. Bah, oui, c'est ça, c'est à tester, à voir comment ça marche. Est-ce que ça marche pour vous, oui ou non? Et voilà, hein. Ouais. Exactement et puis, ne cherchez pas forcément à faire du super beau, en mode studio avec, des fonds verts, ou, autre. Vous pouvez vraiment Ouais, démarrer avec un téléphone, ouais, qui a complètement. de très bonne qualité, un bon micro, et déjà, voilà, vous pouvez, commencer comme ça, hein, Ouais, je me rappelle qu'on avait parlé d'une vidéo, alors c'est du jus de Canberg aux États-Unis. Il y a une vidéo qui est devenue super célèbre d'un gars qui se filmait en train de faire du skateboard et boire mmh, son jus et en chantant, faux et c'est devenu super populaire. Ça a remis la chanson au goût du jour. Tout le monde n'arrêtait pas d'écouter cette chanson et ouais. c'était vraiment un truc, fait à l'arrache. Après peut-être il y avait beaucoup de préparation derrière, je ne sais pas, mais pas qualité studio, rien du tout, Ouais, c'est petite ça. vidéo courte et ça a bien marché et les ventes ont augmenté par la suite, de cette marque-là. Bah, en fait, c'est vraiment, Mmh, on revient toujours à l'essentiel, c'est le contenu, ouais. c'est l'idée, c'est créer de l'émotion, ça, c'est hyper important. C'est attention, à comment dire? À capter l'attention, voilà. Parce Ouais. qu'en fait, l'attention, est en perte. On a perdu 60 de notre attention, donc c'est énorme. Mmh. C'est-à-dire on zappe en permanence, on est multi-écran, d'ailleurs, c'est le cas là. Il y a toujours des Pas petites moi, pas notifs. moi. J'ai Ouais, bon, OK. j'ai que Bon, toi. ouais, oui. Oui, moi aussi, mais il y a quand même un petit Ah. écran là, puis il y en a un petit peu à côté avec, des petites notifs, tu sais, qui viennent te casser les pieds, mais Voilà, bon, voilà. on les met en sourdine, hein, mais ça montre bien quand même on est pris, Mmh. et donc voilà, capter l'attention et c'est vrai que l'humour, bah, est très puissant, Ouais pour ça. et le bon type d'humour, hein, parce que tout le monde n'a pas le même Oui, humour. Mmh. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, bah, écoute, voilà pour le cinquième point, Ouais. qu'on a pu relever. Et le Heu, dernier point, un peu similaire finalement, parce que comme tu parles d'attention, il y a plusieurs moyens d'attirer l'attention, heu, l'humour et aussi, un sujet qui nous tient à cœur, mmh, l'éthique et la durabilité, qui sont des sujets qui sont de plus en plus, mentionnés et que les consommateurs s'attendent de plus en plus à avoir. mmh, ouais et il y a eu, d'ailleurs une étude de la FEVAD, ils Mmh. mettent ça à jour, régulièrement. Alors c'est vrai que les consommateurs sont de plus en plus sensibles, Mmh. à la cause écologique. Ouais. Bon, on peut difficilement nier, tout ce qu'on vit. On est, bombardé d'informations, il faudrait vivre dans une grotte pour pas savoir qu'il y a un problème de dérèglement climatique et autres. Après, on a le droit d'être dans le déni et de pas y croire. Chacun, son avis, sur le sujet. Ouais. C'est pas l'idée du propos, mais en tout cas, nous, on est convaincus, que, de produire un produit, qui va faire, X fois le tour du monde avant d'arriver dans votre, boîte aux lettres, et finir dans une armoire après l'avoir utilisé qu'une fois, quitte à le renvoyer après parce que finalement, le bleu, ciel ne vous convient pas et il est Mmh. reparti pour un tour en termes de logistique. Ouais. On peut se dire que c'est un petit peu aberrant, voilà, Ouais. dans l'air du temps et du coup, bah, évidemment,
On parle d'obsolescence programmée, on Mmh. parle de durabilité, des produits, de réparabilité aussi. Ouais. Et puis bien sûr, alors, on va citer, 2 exemples, qui sont complètement hallucinants. C'est moi j'y vais, j'ose, hein, Vas-y, donc lance, je lâche-toi. je prends mes responsabilités. Ils vont peut-être m'envoyer, des Serbes, à ma porte, la semaine prochaine, mais c'est pas grave. C'est Temu et Shein, Ouais. qui ont des pratiques, heu, juste incroyables, qui viennent aussi, vraiment attaquer le commerce, le made in France en fait, mais made Mmh. in Germany, Belgium aussi, et cetera, hein, on n'est pas protégé, tout le monde est concerné. Ouais, C'est vraiment des milliers d'emplois, qui sont menacés, ouais, c'est et ce vrai. qui est fou, c'est d'acheter du neuf moins cher que de l'occasion. Moins cher parfois que dans des ressourceries, ou de la seconde main. Ouais, Donc, quand même, c'est juste insupportable, surtout quand on sait dans quelles conditions tout ça est fabriqué. ouais. Bon, voilà, allez, je me tais. Ben, c'est intéressant parce que juste avant qu'on enregistre, cet épisode, je venais de lire, la conso en bref, une newsletter sur LinkedIn, sur, le retail et il parlait, ben, du made in France, du local, où on arrive, il y a un essor, peut-être à cause du Covid, des confinements où, les chaînes d'approvisionnement se sont un peu stoppées ou ont diminué et donc il y a un ressort de l'industrialisation locale Mmh, et maintenant on arrive ils prenaient l'exemple, je pense, du slip français où ils arrivaient à, vraiment, couper leurs prix, réduire leurs prix, à être très efficaces. Encore là, on parle de l'IA. L'IA mmh, dans la logistique, dans la fabrication, eh ben, ça peut vraiment aider à diminuer les coûts. Et ils arrivent vraiment à diminuer, à faire toujours un produit de qualité, le même produit de qualité, à un prix moindre, qui revenait peut-être pas moins cher que ce qu'on pourrait acheter chez Shein, mais au niveau qualité, une qualité supérieure, un prix peut-être un petit peu supérieur, mais très abordable, tout en mmh, étant, du made in France et en développant les emplois locaux. Donc, oui. je trouvais ça vraiment intéressant de se dire: «Oui, en Europe, OK, on a des prix beaucoup plus chers qu'en Chine ou en Inde, mais on sait faire une partie chez nous, on a de l'industrie et on sait faire de la qualité». Alors, oui, on sait faire de la qualité. Moi, le problème, c'est l'inflation. Clairement, Mmh. on le voit depuis 2023 et d'ailleurs, tu le vois très bien sur l'analytique. On a, 2 pics, en fin d'année, enfin, ça va être le Black Friday et tu vas avoir les soldes de janvier. Mmh. Voilà. Alors qu'avant, on avait une courbe qui montait tranquillement, là, à partir Ouais. d'octobre et qui montait jusqu'à fin décembre et là, tous les commerçants, faisaient vraiment leur, chiffre d'affaires avec des marges normales Mmh. et consolidaient leurs chiffres. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve à vendre sur des promotions, donc on casse les prix, ou alors il y a certains malins qui augmentent les prix publics barrés et qui vendent. Donc ça, c'est pas hyper care marketing, mais bon, voilà, c'est question de survie parfois. Donc c'est ça là qui est compliqué là depuis 2 ans, c'est qu'on aimerait à la fois acheter made in France et Mmh. on voit bien que les gens sont au bout quoi. C'est-à-dire la fin du mois, ça devient très très compliqué. Mmh. Nous en France, il y a 1 million de pauvres en plus. Mmh. Euh, la classe moyenne qui se dégrade. Bon, il y a un moment, bah oui, il y a la tentation forte Mmh. d'acheter, du pas cher Mmh. et heu et c'est hallucinant de voir le volume que ça représente. On a vu Colissimo a sorti Mmh. une stat, à peu près 30 des colis qu'il gère sont de Shein et Temu et quasiment au 50 avec Amazon, si on rajoute Amazon. Ouais. Amazon, c'est 60 de vendeurs chinois. Heu 70, j'ai entendu. à 70. Bon, alors, entre, les syndicats et la police, je sais pas où est la réalité, mais bon, on est dans des proportions énormes. Ouais. Alors, on sait qu'il y a des TPE, PME, locales qui vendent sur Amazon, mais avec, les 15 Mmh. de commission et le peu de volume, qu'elles font, finalement, est-ce qu'elles s'en tirent en termes de marge et de Mmh. vente?
bon, c'est compliqué, c'est Ouais. compliqué. Elle tire la langue là au salon du Made in France. On voit Mmh. bien qu'il y a un engouement, les gens ont envie d'acheter du Ouais. Made in France. Mais c'est tellement plus cher, c'est tellement plus cher, mais tellement Mmh. mieux en termes de qualité. Mais bah oui, il faut pouvoir acheter et c'est compliqué. Mmh. J'ai peur un peu pour 2025 parce que Ouais. là, clairement, les tendances, sont pas belles. Maintenant, bah, quand il y a une crise, il y a forcément des belles choses qui émergent de Ouais. ça et effectivement, bah, la durabilité, la seconde main, la solidarité, Mmh. acheter moins, c'est consommer moins, c'est préserver plus nos ressources, naturelles. Donc il y a du bon forcément Ouais. là-dedans, mais on voit bien que ça génère beaucoup de frustration, et voire même de déclassement, au niveau des consommateurs. Donc c'est quand Mmh. même toute une économie, qui est, structurée là-dessus, sur des échanges commerciaux. Donc forcément, bah, c'est en cascade, en chaîne Ouais. et tout le monde en pâtit. Donc c'est compliqué en fait de voilà, mais bon, il y a une tendance écologique et de toute façon, il faut Ouais. qu'on y aille. Bah, Donc c'est un changement de mentalité pour tout le monde, hein, pour les e-commerçants et pour les consommateurs. Et mmh, je pense que ça ramène bien à tout ce qu'on a parlé, ici. C'est, bah, de dire que si on fait des emplois locaux, si on localise en partie évidemment, hein, on peut pas tout de suite tout localiser, tout localiser sa production, heu, mais ça c'est développer des emplois, décents, développer des emplois locaux, avoir des salaires, corrects ici et donc avoir des consommateurs qui ont des salaires corrects et qui peuvent ça me fait penser à c'était Ford ou Taylor? C'était Ford, hein, qui, donnait une voiture à chacun de ses employés ouais, je crois, ouais, ouais. et donc je vous dis pas de donner vos produits à vos employés, c'est pas le but, mais Mmh, le but de se dire qu'on va, donner le pouvoir d'achat, mais mmh, aussi, le pouvoir, de penser soi-même et de choisir soi-même, ce qu'on veut et c'est toute une éducation à faire, d'où le rôle des vendeurs, d'où, les contenus sur les réseaux sociaux, d'où, bien connaître ses clients, bien avoir les données et utiliser peut-être l'IA pour, faire, varier tout ça et pour diminuer ses coûts. Donc ouais, je pense que tout ça ensemble, la durabilité, la solidarité, l'écologie, le social de son entreprise, ce sont des choses dont on peut parler, dont on peut mettre en avant pour se faire connaître et pour être plus résilient, pour être plus rentable, pour qu'en temps que crise, ben, il y ait moins de parts de marché qui aillent vers Shein ou Temu ou je sais pas lequel sera le prochain et mmh, qu'on garde un espèce de ligne de base qui est là, avec peut-être des pics à Black Friday ou à Noël ou aux soldes, mmh, mais qu'on garde une base solide. mmh mh. Mmh. Ouais, ouais et puis ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que des marques commencent à mettre en avant le seconde main, comme elles mettaient en avant l'outlet. C'est-à-dire, je trouve il y a vraiment eu une période, outlet. Alors certaines marques, le faisaient à part ou le cachaient parce qu'évidemment, en termes d'image de marque, c'est pas forcément toujours hyper compatible. Par contre, on voit quand même des marques, importantes, Mmh. qui, proposent un onglet, en Ouais, fait, seconde main. C'est-à-dire qu'elles reprennent les produits qu'elles ont vendus et puis elles les réparent éventuellement, reconditionnement. elles les remettent, voilà, reconditionnement, les remettent en vente. Heu, je sais pas si ça marche vraiment, je j'ai pas de données là-dessus. Mais je trouve que la tendance est intéressante et j'aimerais bien, que tout le monde, fasse ça et que ça devienne normal, en fait. Ouais. Bah, j'achète beaucoup en deuxième main et je peux dire que quand j'achète en deuxième main, je cherche des marques spécifiques. Donc si une marque est capable de, reconditionner son produit bien et de me le vendre en seconde main, en fait, moi, c'est pas très intéressant, d'acheter, neuf. Je cherche aussi, du seconde main. Bah, là, je parlais de peut-être racheter un micro ou une lampe là pour, Mmh. les podcasts et tout. Bah, moi, ça me déran je cherche d'abord en seconde main, en fait et Ouais. ça m'intéresserait de voir sur le site qu'on vend du seconde main et que je peux acheter en reconditionné plutôt que neuf parce que
C'est pareil, moi, si j'ai un bon produit, neuf ou reconditionné, c'est pareil et j'étais un peu déçue parce que j'ai fait justement la recherche aujourd'hui pour le micro et de me dire qu'en fait, reconditionné, ben, il y en a beaucoup, ça vient des États-Unis et avec les frais de port, bah, c'est même prix que neuf. Donc j'étais en train de me dire: «Ah bah, je vais acheter neuf finalement» et je vais quand même essayer de chercher un petit peu pour retrouver du reconditionné parce que j'ai pas besoin de neuf, en fait. Mmh. Mmh. Ah ouais, non, mais c'est clair et ouais, ouais, bah, c'est une tendance, Mmh. assez forte. J'espère que ce sera durable. J'espère que c'est pas éphémère. Si l'économie repart un jour, parce que bon, Mais c'est je pas pense évident. que ça, il y a de ça aussi, hein. Il y en a qui sont dans le seconde main, pas parce que c'est plus écologique, mais parce que, C'est c'est plus moins économique. coût c'est plus économique, voilà. Donc, te dire que tu peux acheter la même chose à moitié prix ou voire moins, Ouais, ouais, tu te dis: «Waouh, pourquoi est-ce que j'achèterais au prix plein?» surtout si tu as des difficultés ou alors tu mets ton argent ailleurs et tu achètes mieux. Donc tu achètes en seconde main à moins cher c'est et tu clair. achètes mieux pour d'autres choses, hein. Voilà. Bah, écoute, moi, mes Mmh. mobiles, en fait, depuis, 5 ans, je les achète reconditionnés. Alors, j'ai eu Ouais. une mauvaise surprise quand même, Mmh. un mobile qui venait du Japon, qui a mal été reconditionné, il y avait de la Ah ouais. buée, et puis un écran d'iPhone, c'était, iPhone 13, c'est 400 € la réparation, donc c'était le prix du téléphone. Bon, voilà. Donc ça peut arriver effectivement, c'est pas, 100 nickel, Mais d'où heu, d'avoir, des produits des garanties. reconditionnés de la marque qui garantit la qualité, quoi. Oui, voilà, en fait, c'est ça, tu as résumé en disant garantie. Mmh. Moi, le reconditionné, oui, avec une garantie. Ah, ça, Ouais. c'est sûr et heu et en fait, tu vois, parmi les colis qui sont retournés d'Amazon, par exemple, Mmh. mais d'autres marques, hein, qui sont juste un peu abîmés. Il suffit que le carton soit abîmé, pour qu'il soit, revendu en seconde main. Mais tu peux avoir des produits neufs, Ouais. juste avec un PET sur l'emballage et avoir des 20-30 de remise dessus. Donc, faut pas hésiter, hein, même sur Amazon, hein, il y a maintenant un onglet, seconde main, enfin je sais plus, où ils revalorisent, tout ça. Bon, Mmh. c'est voilà, là, c'est vraiment pour des raisons économiques, mais aussi écologiques parce que finalement, autant, Mmh. acheter, ce qui a déjà été fabriqué, qui existe et qui fonctionne, hein. Ouais. Ouais. Bon, c'est toujours ça, hein, c'est un peu paradoxal, hein, pour des gens comme nous, qui travaillons avec des e-commerçants, qui les aidons à prospérer et en même temps Mmh. avec cette vision de consommateur et de citoyen par rapport à notre Mmh. société. C'est parfois un peu paradoxal, donc bon, on essaye de vivre avec, Ben, je mais je trouve que ce qu'il faut, c'est pas se concentrer sur faire plus, vendre plus, faire des volumes, énormes mmh. ou faire moins, c'est faire mieux. Bien sûr, on veut de Oui, la oui, croissance, ouais, on ouais. veut grandir, on veut être, performant et on veut bien le faire. Moi, je pense que les marques ont intérêt à Mmh. fidéliser, Ouais. à créer véritablement une Ben, ça communauté coûte moins cher. de clients. C'est Mais économique oui, aussi, encore bien une sûr. fois, ça coûte moins cher de Mmh. fidéliser un client existant que d'acquérir un Ouais, nouveau client. Donc, ouais. il Bah, y a c'est toutes Seth les Godin motivations qui qui sont dit là. c'est Mmh. Seth Godin ou je sais plus autre, qui disait avec une communauté de 1000 clients, en fait, Ouais. tu pouvais, créer une activité rentable. Mmh. Et c'est vrai, moi, j'ai des clients sur des ultra niches, vraiment ultra niches, et pour le coup, qui arrivent à générer du chiffre. Alors bien sûr, s'ils en veulent toujours, toujours plus et croître, bah, après, c'est de la scalabilité à l'international. Après, c'est oui, ouvrir l'offre, etc. Mmh. Mais franchement, il y a des moments où on se dit bon, bah oui, avec 300 000 400 000 € de chiffre d'affaires, je peux me payer déjà un bon salaire, avoir quelqu'un pour m'aider, et puis Mmh. c'est bon, quoi, ça suffit. Pas besoin de devenir une multinationale. À quoi bon? À quoi Ouais, bon? tout le monde n'a pas envie, ou n'a pas les compétences ou l'envie de gérer, une grosse entreprise, quoi. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu Oui, peux oui, bah voilà. revendre et faire autre chose alors, mais, C'est tu ça. pas obligé de devenir énorme. Oui. Bah, oui, ouais. Bon, écoute, hein, de toute façon, là, il y a de tout, hein, dans l'espèce humaine, donc Ouais, et un pour tous les heu, goûts. voilà, exactement. Bah, écoute,
Fanny, on a fait le tour, hein, donc si on résume, bien sûr, ouais, il y a pas mal d'IA, mais Ouais, d'IA, attention, avec modération, pas utiliser n'importe comment, pas bien se fait. jeter dessus, Avec voilà, la tout de suite. qualité made in France. Exactement. Qualité avant tout. Exactement. Amusez-vous avec, faites de Ouais, la veille, ça ouais. c'est sûr. Mmh. Maintenant, attention, l'IA consomme énormément d'énergie, hein. C'est On vrai. va pas remettre le couvert, mais il y a quand même un peu de centrales nucléaires qui vont être qui vont sortir de terre par Google et compagnie pour C'est créer vrai, des j'ai data entendu ça. centers. C'est quand même pas anodin. Donc attention à l'usage que vous avez de l'IA, Mais parce d'où, que c'est de ouais, bien l'utiliser parce que si on travaille bien ses prompts, si on sait ce qu'on fait ouais. et ben, en Mmh. fait, on fait pas tellement de requêtes que ça et voilà. Mmh, exactement. Et puis, il y a quand même la souveraineté de la donnée. Donc Mmh. attention à votre donnée. Donc ça, c'est quand même aussi un vrai sujet. Mmh. Si vous l'envoyez dans l'IA en public, clairement, elle va partir à l'autre bout du monde et c'est plus à vous. Mmh. Par contre, il y a des IA comme je pense à Mistral, une IA française, Ouais, j'allais open dire. source. Ouais, et du coup, vous pouvez l'installer en local, chez vous aussi, notamment pour, vos bases de données, chatbot, et cetera. Vous pouvez imaginer, faire ça en local, Mmh. et ou garder en tout cas en France et ça fonctionne très bien. Voilà, donc la rentabilité, voilà, gros sujet, évidemment vu la situation économique. Cherchez à vendre mieux, que de chercher à développer absolument votre trafic. Donc Mmh. convertissez, convertissez, convertissez. Toujours. L'expérience client fait partie de ça, la fidélisation, l'omnicanalité, voilà. Et puis, bien piloter. Réseaux sociaux à tester. Mmh, Mmh. voilà, avec pas grand-chose, hein, un micro, un smartphone, vous commencez comme ça Ah, et juste un puis, smartphone, hein. voilà, bah, oui et puis, durabilité, seconde main, voilà, pensez-y. Même vous, en tant que commerçant, imaginez, des systèmes, Bah, c'est pour, un argument de vente, hein. ramener, voilà, récupérer vos produits et puis, Mmh. les revendre en seconde main si vous pouvez. Mmh. C'est intéressant. À creuser si c'est économiquement viable et si c'est aligné aussi avec vos valeurs, bien sûr. Mmh. Voilà, bah, c'était, des beaux sujets. Ben, c'est ce qu'on a constaté, les tendances qu'il y avait en 2024 et qui vont continuer en 2025 et pour lesquelles on peut se préparer petit à petit. Exactement. Bah, écoute Fanny, j'étais, super, content, d'avoir cette discussion avec toi et puis, Pareil. de la partager, avec tout le monde. Donc, on espère que vous êtes pas ennuyés. Voilà, il y a eu pas mal de sujets abordés. On espère avoir alimenté, vos réflexions, surtout. Et Ouais. puis, surtout, on attend vos commentaires, Mmh. hein, donc, ça, c'est hyper important pour nous motiver à revoir éventuellement nos sujets, nos contenus, la forme aussi et Ouais, puis vous apporter toujours plus de valeur. Donc, merci à vous de commenter, de liker, de partager, hein. ouais. On va faire comme les youtubeurs, Bah, oui. hyper expérimentés. Hein? Alors, voilà et puis, écoute, on n'a plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très bonne année 2025, en espérant, que ça se passe au mieux pour vous, et pour nous tous. Donc, je pense que la solidarité aussi est importante, même entre Mmh. concurrents, entre confrères. Je le vois de plus en plus, hein, des marques, Coopération plutôt que qui compétition. coopèrent Mmh. plutôt que compétition. Donc essayez de garder ça en tête, Il y a tellement de belles collabs à faire, hein, donc ouais, ouais, c'est complètement, que du ouais. win-win. Oui, exactement. Donc, Mmh. soyez ouverts à ça, et puis, voilà, allez, belle continuation. Je te Ouais. laisse, le mot de la fin, Fanny. Bah, oui, on espère que vous êtes autant amusés que nous. On espère que vous êtes autant amusés que nous, que ça vous a autant passionnés. Parce que vous voyez, on n'arrête pas, on pourrait en parler pendant des heures et n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, à commenter, à partager. Allez-y,
c'est que du win-win. Ouais. Voilà. Eh bien, ouais. Bah, super. Bon. Eh bien, écoute, Fanny, je te dis à très vite. Ouais, Et puis, bah, très bonne année à tout le monde à venir. Ouais. ouais, belle Allez, fin d'année 2024 et bon début 2025. bye bye. Salut! Woo! That's right. Boy, Genesee, you a beast for this one.